Bonjour à tous, la COP 21, la conférence de Paris sur le changement climatique. Plusieurs invités avec moi pour parler de cette COP 21. Il s'agit de Romain Benichio, porte-parole d'Oxfam. Vous êtes en ligne de Paris. Monsieur Romain Benichio, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en ligne avec moi. Vous allez répondre à une série de questions recueillies dans la rue en Afrique par les radios partenaires de la Fondation Hirondelle, des questions relatives aux préoccupations de certaines populations africaines dans le domaine environnemental. Avec moi ici en studio, bienvenue Bello de Radio Ndeke Luka de la République centrafricaine, Eric Aimé Ouedraogo de la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso, et Kadia Touba du studio Hirondelle de Guinée. Ils ont eux aussi suivi au Bourget cette conférence sur le climat et leur répondront également aux questions de nos auditeurs. Bonjour à vous. Bonjour Ibrahim. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara du studio Mosaïque de la Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. La COP 21, une conférence suivie donc par de nombreux Africains. L'Afrique, le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais qui est le plus confronté aux conséquences du dérèglement climatique. Je vous propose tout de suite d'écouter cette première série de questions recueillies au Mali. Bonjour, mon nom c'est Biga Maïga, j'ai 27 ans, je suis assistante financière. Est-ce que la COP21 a réglé définitivement la question du changement climatique? Est-ce qu'on peut dire que les choses sont définitivement réglées pour le Mali et le reste de l'Afrique? Bonjour, moi c'est Alassane Dia, je suis gestionnaire de formation, j'ai 30 ans. La COP21 entend régler les problèmes du changement climatique. Ici en Afrique, on a le sentiment de ne pas être responsable, pourtant on subit les conséquences. Est-ce que cet aspect a été pris en compte dans les accords? Bonjour, moi je suis Abdourahmane Doukouré, je suis communicateur, j'ai 35 ans. J'ai l'impression qu'il est difficile d'obtenir un consensus sur le changement climatique. Je pense qu'il y a trop d'intérêt sur cette question. En ce qui me concerne, je doute de cette réunion à Paris. Dites-moi si j'ai raison ou pas de douter des résultats de cette COP21. Romain Benichio, une réaction à cette préoccupation du Mali, la COP 21. Est-ce que ça suffit, cette conférence, pour trouver une réponse aux questions liées au réchauffement climatique? Sur cette question en particulier, je crois qu'on est dans un contexte très différent d'il y a quelques années, notamment à Copenhague, où on attendait que les chefs d'État sauvent la planète à la conférence de Copenhague. On n'est pas du tout dans cet esprit-là ici. On sait que c'est une réunion importante, on sait qu'un accord est attendu, on sait que tous les pays vont participer. Mais c'est uniquement une première étape. Après, il y aura encore énormément de choses à faire, tant dans le cadre de l'ONU dans les années à venir, qu'au niveau national à travers des politiques de développement des renouvelables ou des politiques d'adaptation. Donc il y a également beaucoup de choses qui sont nécessaires ailleurs, avec le secteur privé notamment. Donc c'est une étape importante. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en jeu dans les 24 dernières heures. Mais dans tous les cas, la COP21 ne sera pas la fin de l'histoire. Alors, on reste avec vous, Monsieur Romain Benichio. Il y a cet auditeur qui voulait comprendre la position africaine, qui voulait surtout savoir si on le sait, l'Afrique pollue moins, mais la grande victime du changement climatique. Est-ce que l'Afrique s'en est bien sortie ou bien s'en sort bien au niveau des négociations? Est-ce qu'elle pourra se faire entendre? Alors effectivement, c'est toujours important de le rappeler, et d'ailleurs Oxfam le rappelait encore la semaine dernière, les 50%, globalement les 50% les plus pauvres de la population sont responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a clairement un lien entre responsabilité historique, développement économique et émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, sur la question de l'Afrique dans ses négociations, l'Afrique donc négocie en tant que groupe africain dans les négociations, ce qui lui donne davantage de poids, de présence face aux gros acteurs diplomatiques et économiques de cette conférence, et a bien articulé ses positions et ses demandes, notamment sur la question des besoins de financement pour faire face aux impacts, mais aussi pour se développer de manière sobre en carbone. Bienvenue Bello, vous avez suivi au Bourget ces discussions, vous les suivez au Bourget, ces discussions sur le changement climatique. Vous êtes avec les négociateurs, notamment les négociateurs centrafricains. Est-ce que vous sentez en eux cette volonté de faire changer les choses? Est-ce que vous sentez qu'ils veulent vraiment imposer les préoccupations africaines? Alors, tous les négociateurs africains qui sont là, qui sont regroupés déjà dans le groupe africain, ont cette idée de chercher à faire passer tout ce qu'ils ont mené comme des contributions
Déjà, il faut rappeler que tous les pays ont soumis ce qu'on appelle la contribution profit déterminée au niveau national. Et dans ces contributions, il y a des spécificités, mais en venant à Paris, ils ont décidé de ne pas aller en rang dispersé pour éviter à ce qu'ils soient faibles, et donc ils font des négociations en groupe des États africains, et là ils veulent à ce que leurs préoccupations soient vraiment prises en compte pendant cette conférence de Paris, et que ça puisse figurer dans l'accord qui sera signé peut-être ce samedi 12 décembre. Kadiatou Bah, vous avez approché les négociateurs guinéens, leur état d'esprit. On sent qu'ils veulent vraiment faire bouger les choses? Oui, effectivement, Georges Ibrahim Tounkara, les négociateurs guinéens se battent pour faire de telle sorte que les attentes de l'Afrique soient répondues au cours de cette conférence climat à Paris. Mais présenter seulement leurs préoccupations, c'est pas ce qui est essentiel. Il faut aussi se rabattre sur ce qu'ils font proprement dans leur pays. Par exemple, si nous prenons, je peux prendre un exemple sur la Guinée, mon pays. Il suffit pas seulement de présenter le plan d'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut aussi agir. Agir veut dire quoi? Il y a des sociétés dans le pays qui travaillent là-bas. Il y a des sociétés qui polluent beaucoup. Il faut que les États prennent leurs responsabilités vis-à-vis de ces sociétés. Oui, prendre leurs responsabilités, mais aussi imposer. Il suffit pas seulement de regarder les intérêts que ces sociétés rapportent à l'État, mais il faut faire de telle sorte que, au lieu de penser à l'intérêt de l'État, penser aussi à l'intérêt des populations, mais aussi de la terre guinéenne elle-même. Ok. Alors, un autre interlocuteur parlait des intérêts en jeu à cette conférence et disait qu'il était difficile de parvenir à un consensus. Monsieur Romain Benichio, votre réaction là-dessus? Trop d'intérêts en jeu et donc difficile de parvenir à un consensus selon un autre auditeur du Mali. Tout à fait, c'est le cas. De nouveau, on parle d'une conférence sur le changement climatique, mais qui a des répercussions sur beaucoup de politiques, et notamment les politiques économiques. Donc les enjeux sont très très larges. On a des groupes de négociation qui sont bien identifiés avec les pays développés, les pays émergents, de très grands pays notamment comme la Chine ou l'Inde ou le Brésil. Donc il y a une multiplicité d'enjeux, une multiplicité de positions qui rend les négociations très difficiles, et notamment dans le cas des pays africains qui ont souvent du mal à faire passer leur position et à les faire accepter face à ces enjeux économiques très importants. Monsieur Romain Benichio, vous restez en ligne, le temps pour nous de faire un tour en Guinée où nous avons aussi des réactions donc de la rue guinéenne à ces discussions sur le climat. Question de Madame Sayon Touré de Kankan. J'ai entendu récemment la journaliste de studio Hirondelle Guinée Kadiatou Bah parler du fleuve Niger. Le fleuve pourrait ne plus exister. Or, ici à Kankan, c'est grâce à ce fleuve que nous faisons du maraîchage, que nous avons du poisson frais et que nous satisfaisons nos besoins en nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les populations? Je ne parle pas des hommes politiques qui ne font que parler pour que le Niger ne court plus le risque de disparaître. Je crains vraiment cette disparition. Question de Monsieur Mamadou Dieng de l'Abbé. Est-ce que l'interdiction des sachets en plastique ne devrait pas être érigée en loi universelle? Des pays africains commencent à l'interdire, mais la Guinée, pas encore. Question de Christian Milimono de Zérékoré. On a beaucoup entendu parler de nouveaux projets de barrages et d'énergie solaire. Pourquoi avoir attendu maintenant pour y penser? Où se situaient les blocages pour les pays africains? Pourquoi seulement cette prise de conscience maintenant? Question de Madame Diena Boussissé de Kindia. Je ne comprends pas grand-chose à ces discussions qui se passent à Paris. Mais ma grande crainte, c'est qu'on m'a dit qu'on va interdire de couper du bois, de faire du charbon. Est-ce qu'on a pensé à nous dans les villages? Même ceux qui sont en ville ne peuvent pas acheter du gaz. C'est trop cher. Comment nous, les pauvres, allons faire? Voilà, c'était donc des réactions recueillies en Guinée. Kadiatou Bah, vous êtes de la Guinée, vous avez été directement interpellé après un élément que vous avez fait sur le fleuve Niger. Le fleuve Niger est-il vraiment menacé de disparition? Bien sûr, Georges Ibrahim Tounkara, comme le dit Madame Sayon Touré, le fleuve Niger, si rien n'est fait, il risque de disparaître. Et nous savons que le fleuve Niger couvre
presque la majeure partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Niger, pays qui porte le nom, le Mali, la Guinée, le Bénin et le Nigeria. Ce fleuve risque de disparaître. Les activités, il y a la pêche qui se pratique sur ce fleuve, l'élevage aussi, il y a l'irrigation des champs. Toutes ces activités tournent autour de ce fleuve. Mais je pense donc c'est un fleuve qui est très très important oui, pour des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, sans oublier aussi les affluents de ce fleuve qui arrosent certains pays comme le Burkina Faso. Si rien n'est fait, ce fleuve va disparaître. Et ce qu'il faut réellement pour ne pas que ce fleuve disparaisse, je pense que les populations riveraines doivent faire une prise de conscience. Alors, il y a beaucoup de mesures à prendre en faveur de ce fleuve et à l'ouverture même de cette COP, le président français François Hollande a réuni plusieurs dirigeants du continent. Des fonds seront mobilisés, non pas seulement pour le fleuve Niger, mais pour d'autres cours d'eau comme le lac Tchad. Monsieur Romain Benichou, le fleuve Niger n'est pas le seul fleuve, le seul cours d'eau qui est menacé. Beaucoup de cours d'eau sur le continent sont également menacés de disparition, n'est-ce pas? Tout à fait, et ça fait référence à un sujet très important dans les négociations qui s'appelle les pertes et dommages et qui est, pour expliquer ça simplement, quand on ne peut plus faire face aux impacts, si le fleuve disparaît, les populations vont devoir se déplacer. Ça fait également référence à d'autres impacts comme le niveau des montées des mers et certaines îles qui vont disparaître. Donc qu'est-ce que l'on fait quand il n'est plus possible de faire face aux impacts du changement climatique, de s'adapter au changement climatique? Et c'est un sujet absolument essentiel dans ces négociations, qui est essentiel pour le Niger, mais également pour beaucoup d'autres pays. Alors, un autre auditeur de la Guinée a parlé de l'interdiction des sachets plastiques. Alors, la mesure est appliquée dans certains pays. Il y a certains pays qui ont interdit les sachets plastiques. Monsieur Romain Benichou, vous pensez que c'est très important interdire les sachets plastiques? Alors effectivement, c'est une question importante et je crois que ça reflète ce dont on discutait sur les questions précédentes, qu'il y a un certain nombre de solutions, d'avancées qui peuvent être faites dans le contexte des Nations Unies, des négociations sur le climat, mais qu'il y a également énormément de choses qui sont nécessaires au niveau national, au niveau des politiques nationales et des gouvernements et du rôle du secteur privé. Eric Aimé du Burkina, je crois que le Burkina interdit les sachets plastiques. Oui, il y a une loi qui interdit les sachets plastiques, l'utilisation des sachets plastiques, disons même les sachets non biodégradables. Et cette loi est en vigueur au Burkina depuis janvier 2016. Mais est-ce qu'elle est appliquée véritablement? Oui, elle est appliquée véritablement. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que les populations suivent cette interdiction? Justement, c'est ça le problème, c'est ça le côté difficile de l'application de la loi, parce que il y a un certain nombre de sachets qui est déjà sur le marché. Et on ne se débarrasse pas de ces sachets-là. Tu vois, tu pars dans les différentes, dans les boutiques, dans les commerces, il y a toujours ces sachets qui sont vendus sur le marché, mais rien n'est fait pour les retirer du marché. Alors que la loi est en vigueur, donc c'est ça le paradoxe. Qu'en est-il de la Centrafrique? Les sachets plastiques, bienvenue. Excuse-moi, Ibrahim, chez nous, tout se vend dans les sachets plastiques, quoi. De l'eau, que ce soit du pétrole, le manioc, presque tout. Quand tu vois les femmes aller au marché, en rentrant à la maison, elles peuvent rentrer avec 10 sachets déjà. Et quand elles vont utiliser ce qui est à l'intérieur, tout va être jeté sur la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça va être enfoui dans le sol. Et on sait que ces sachets-là, ça fait parfois même des centaines d'années pour que ce soit vraiment détruit. Et du coup, ça gâte le sol, parce que en Centrafrique, on a un sol où tu n'as même pas besoin de mettre de l'engrais ni d'arroser. Il suffit seulement de jeter les graines et que ça va sortir. Mais maintenant, ces sachets, ces déchets plastiques là qui polluent maintenant la ville, sont en train de dégrader le sol. Mais pour le moment, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas vraiment une mesure officielle comme ça sur les sachets plastiques. En ce que je sache, on a interdit les boissons dans les sachets, mais on n'a pas interdit les sachets en plastique. C'est bien compris, bienvenue. Alors, autre préoccupation émanant de la Guinée, la construction de barrages et les énergies renouvelables. Pourquoi maintenant seulement en Guinée pour les énergies renouvelables? Kadia, tout rapidement. Il existe bel et bien des projets
pour les énergies renouvelables, mais jusque-là, il n'y a que le barrage de Kaleta qui a été fait. Et il y a aussi le barrage de Swapiti qu'on envisage de réaliser, mais les travaux n'ont même pas commencé. Oh, Monsieur Romain Benichio, les énergies renouvelables en Afrique, ça peut être la solution? C'est effectivement la solution. On sait que le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le potentiel de développement propre est essentiellement en Afrique pour éviter au continent africain de faire les mêmes erreurs qu'ont fait les pays développés et de se développer sur la base des énergies fossiles. Mais c'est donc là que la question du soutien financier, du soutien technologique des pays développés et des grands pays émergents est absolument essentielle, de nouveau, pour éviter au continent africain de faire les mêmes erreurs que d'autres pays. Alors, est-ce que les grands groupes sont prêts, certains grands groupes qui sont notamment dans le domaine des énergies fossiles, dans le domaine par exemple du carbone, est-ce que ces grands groupes-là ne constituent pas un frein aux énergies renouvelables? Tout à fait, et on retombe sur la question dont on parlait plus tôt, de quels sont les intérêts qui guident ces négociations, quels sont les intérêts économiques et financiers qui guident les politiques au niveau national. Et il est absolument essentiel que les gouvernements et les Nations Unies s'affranchissent de ces intérêts et des énergies fossiles pour aller de l'avant et développer des politiques qui sont adéquates et absolument nécessaires pour faire face au changement climatique. On se rend maintenant en République démocratique du Congo et en République centrafricaine pour d'autres réactions émanant d'auditeurs. Nous craignons plus la sécheresse dans le Congo central. Vous voyez à côté de lui là-bas, on est en train de couper les arbres à la longue. Ça va nous créer des problèmes. Nous pouvons citer par exemple les changements de la température. Il fait très chaud et les saisons même ont changé. Et ce qui fait que au niveau même de l'agriculture, on sait voir que certaines cultures qui donnaient, par exemple au mois de septembre, ne donnent plus parce que les pluies viennent en retard et que cette culture-là, à un moment donné, ne donne pas de fruits attendus par la population. Au niveau même du gouvernement, il n'y a pas une politique de reboisement. Prenons l'exemple de la terre principale, le boulevard du 30 juin. Tous les arbres qui étaient, on les a coupés, on n'a jamais pensé à les remplacer. Les animaux en souffrent, nous aussi les humains, nous en souffrons. Actuellement, le climat est vraiment perturbé. Il y a des fois où il ne pleut pas. Les agriculteurs ont des difficultés. À part la sécheresse, il y a aussi l'inondation. Comme actuellement, on le vit, il pleut abondamment. Les maisons sont inondées. Il y a des familles entières qui n'ont plus de toit. Voilà, c'était des réactions en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Bienvenue Bello, vous venez de la République centrafricaine, vous suivez tout cela de près. Alors les intervenants que nous venons d'entendre ont parlé de la déforestation et la sécheresse, les inondations. Alors pour ce qui est de la déforestation, quelle est la situation ? Alors, c'est un terme qui touche en ce moment beaucoup plus des dirigeants de la sous-région, la CAC et en particulier aussi de la COMIFAC. En ce moment, c'est un paradoxe pour ces pays qui ont des forêts denses comme les pays membres de la COMIFAC. Et vous savez que le secteur forestier en RCA, par exemple, c'est un secteur qui couvre le plus grand pourcentage du budget annuel, et donc du coup interdire aujourd'hui à un pays comme la RCA, comme au Congo, Cameroun, Gabon, de ne pas exploiter la forêt parce que on doit protéger cette forêt pour que ça puisse absorber le carbone. Mais ok, c'est bien, mais il faut trouver des alternatives. Si aujourd'hui ces pays ne doivent pas exploiter leur forêt, et comment ils vont faire maintenant pour subvenir à leur économie et à certaines charges que l'État a. On va laisser réagir. On vous retrouve, Monsieur Romain Benichio, à ce que vous venez de dire. La déforestation, les États qui sont obligés d'abattre des arbres pour tirer le maximum de profit de la vente du bois. Monsieur Romain Benichio, c'est une véritable préoccupation dans ces pays. C'est une véritable préoccupation dans ces pays. Et à raison, effectivement, le problème de la déforestation au niveau mondial est un problème par rapport au changement climatique et il faut absolument préserver cette forêt pour nous protéger du changement climatique, mais d'un autre côté, il n'est pas non plus normal de remettre je dirais la responsabilité sur les pays forestiers, notamment en Afrique, de devoir eux-mêmes faire ces efforts
On comprend bien que c'est un sujet économiquement très important dans ces pays, et donc on retombe toujours sur cette idée de soutien technologique et financier pour diversifier les activités et exploiter la forêt de manière soutenable. Et ça peut être peut-être plus facile grâce à ce soutien financier qui doit venir de nouveau des pays qui sont historiquement responsables du changement climatique. Alors, certains auditeurs ont parlé aussi de l'agriculture qui est menacée dans ces régions. Bienvenue. Oui, aujourd'hui, il faut chercher à vraiment adapter certaines formes d'agriculture. Il faut penser à certaines semences qui peuvent s'adapter vraiment à la sécheresse, par exemple, ou bien à l'inondation, ou bien là où, par exemple, en RCA... Est-ce qu'on y pense déjà dans un pays comme la République africaine? Là, en RCA, il y a un projet en ce moment entre la FAO et le gouvernement, et un projet d'alerte précoce qui va vraiment s'en charger, et on verra, par exemple, dans les mois à venir, est-ce qu'il va beaucoup pleuvoir, est-ce qu'il n'aura pas de pluie, quelle sémence donner à telle zone pour que ça puisse ne pas être compromis, parce que il y a des sémences qui voudront à ce qu'il y ait beaucoup de pluie, il y en a qui ne voudront pas à ce qu'il y ait beaucoup de pluie, et si c'est une semence qui doit avoir beaucoup de pluie et que la prévision donne déjà qu'il y aura pas de pluie, il faudra déjà arrêter cette semence et passer à autre chose. Donc voilà, il y a beaucoup des programmes comme ça, des projets à soutenir aussi pour que les pays puissent vraiment s'adapter à ces effets du changement climatique. Eric Aimé Ouedraogo du Burkina Faso, l'agriculture aussi est menacée avec le changement climatique. Est-ce qu'on pense à de nouvelles semences? Oui, au Burkina, il y a déjà plusieurs variétés mises au point, et que ce soit le maïs, le riz et bien d'autres spéculations. On a des variétés à cycle court qui permettent de répondre aux attentes des agriculteurs en cas de manque de pluie. Parce que la saison peut aller jusqu'à 3 mois et il faut des semences de 3 mois pour répondre à leurs attentes. Donc il y a vraiment plusieurs variétés mises au point au Burkina dans cette optique-là. Monsieur Romain Benichio, est-ce qu'à Oxfam, vous avez déjà des pistes à ce niveau? Comment faire en sorte que l'agriculture en Afrique s'adapte au changement climatique? Alors effectivement, c'est quelque chose que Oxfam a intégré. C'est d'ailleurs ce qu'on rappelle tout le temps dans ces négociations, c'est que le changement climatique peut prendre une variété de formes en termes d'impact, qu'on parle de sécheresse, qu'on parle d'inondation, qu'on parle d'événements climatiques extrêmes, de changement des saisons, mais que tous ces impacts ont des conséquences sur les questions agricoles et les questions de sécurité alimentaire. Donc effectivement, Oxfam travaille sur le terrain dans de nombreux pays pour développer des projets pour faire face à ces situations et à ces problèmes. Et la chose également à garder en tête sur ce sujet, c'est que quand on parle des impacts du changement climatique, et c'est quelque chose que les auditeurs ont très bien souligné, on ne parle pas d'impacts qui vont avoir lieu dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. On parle d'impacts qui sont déjà observables aujourd'hui, et c'est donc quelque chose à prendre absolument en compte dans le cadre de ces négociations ici à Paris. Alors, notre tour des auditeurs sur le continent nous conduit maintenant en Côte d'Ivoire. Ce sera la dernière étape. La Côte d'Ivoire, donc, avec ces réactions recueillies par le studio Mosaïque. Ce que nous craignons le plus, c'est la sécheresse. Parce qu'avec la montée de la chaleur, on va arriver à un phénomène de sécheresse dans notre localité, alors qu'on sait que ici la population est essentiellement rurale et elle vit des fruits donc de la terre. La forte chaleur va assécher les cours d'eau, détruire les forêts avec le phénomène des feux de brousse. Et donc s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de forêt, donc il n'y a plus de nourriture. À force des pluies, il y a eu des inondations dans le centre-ville de Gagnoua. Sans oublier aussi les infections pulmonaires, les maladies liées à la respiration dues aux gaz toxiques qui s'échappent des véhicules qui en majorité sont vieillissants. Et c'est ça le véritable problème. On se demande même, avec le temps, est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir réguler cette situation? Est-ce qu'il y a un moyen véritable? Est-ce que l'État ivoirien a les moyens véritables pour faire face à cette situation? Mais quand la COP21 va passer, est-ce que nos gouvernements ont les moyens nécessaires pour vraiment imposer, je l'ai dit, à ces grands pollueurs de pouvoir payer ne serait-ce que le minimum pour nous permettre, nous ici, de faire face à ces aléas climatiques-là. Voilà, des réactions recueillies donc en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, grand pays agricole. Est-ce que tout cela n'est pas aujourd'hui menacé? Cette agriculture ivoirienne n'est pas aujourd'hui menacée avec le changement climatique? Et il y a eu aussi une préoccupation, les maladies pulmonaires avec la pollution. Monsieur Romain Benichio. Oui, tout à fait.
c'est extrêmement bien, je dirais, mis en exergue. Les problèmes de nouveau d'impact du changement climatique ont des conséquences sur la sécurité alimentaire, sur la santé, sur l'économie des pays qui sont, je dirais, sur la ligne de front du changement climatique. C'est quelque chose qui est rappelé par les délégations africaines dans ces négociations, également des délégations d'autres pays, qui doit être absolument reconnu et auquel on doit trouver des réponses. Et c'est tout l'enjeu des 24 heures des dernières 24 heures de négociation. Alors, un autre auditeur demandait, après la COP, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les engagements pris à la COP seront véritablement appliqués? Alors effectivement, on peut bien entendu espérer que les engagements vont être appliqués. Il y a des choses dans l'accord qui sont prévues pour vérifier que les engagements qui sont pris vont effectivement être impliqués, mais il relève aussi, je dirais, de la société civile, de vérifier effectivement que les pays qui ont pris des engagements vont bien les mettre en œuvre, que les financements qui ont été promis vont bien arriver sur le terrain. Et donc c'est un travail, je dirais, collectif qui ne relève pas uniquement de l'accord et des gouvernements. Bienvenue Bello, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Alors il y a eu beaucoup de préoccupations au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois que ce sont les mêmes préoccupations en Centrafrique, la sécheresse, les fortes chaleurs, les maladies pulmonaires. Un mot là-dessus? Oui, Ibrahim, on sait que les scientifiques sont en train de prévoir que dans les jours à venir, il y aurait des sécheresses et aussi des fortes pluies. Et quand il y a sécheresse, il y a les sols qui deviennent très durs et que quand il y a des pluies, ça passe. Au lieu que les sols puissent absorber les eaux, les eaux coulent et ça crée ce qu'on appelle des inondations partout. Et aujourd'hui, vu tout ça là, ça fait qu'il faudrait maintenant voir comment on peut faire pour éviter ces genres d'inondations dans les grandes villes africaines et dans d'autres villes aussi. Et aussi il y a un thème qu'on n'a pas abordé rapidement. Dans le cadre de la déforestation, les arbres qu'on abat pour faire du charbon, il y a des alternatives à cela. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'alternatives. On peut même déjà penser à des fours solaires, parce que beaucoup plus en Afrique, quand on abat, si c'est pas pour vendre en grumes, c'est pour parfois faire du bois de chauffe, pour préparer avec dans des cérémonies, et tu vois, des camions qui viennent avec le bois. Chez nous, quand tu es dans les 3 ou 4 sorties de la ville, c'est des bois qui rentrent matin, midi, soir. C'est des bois qui sont venus seulement pour la maison, pour qu'on prépare avec. Donc, maintenant, ces fours solaires existent, mais seulement il faut les rendre économiquement accessibles. Il faudrait que ça soit un prix moindre. Il faudrait pas qu'on vende ça à 100 000, 500 000 à Bangui, par exemple. Personne ne va acheter. Et il faudrait qu'on réfléchisse comment on peut faire pour que ce soit à un prix réduit, pour donner accès à toute la population et qu'ils puissent laisser un peu. Et parlant de ça, il y a aussi des initiatives de reboisement qu'il faut encourager. Voilà, qu'il faut encourager. C'est bien compris. Voilà. Bienvenue Bello. On termine avec vous, Monsieur Romain Benichio. Nous sommes au terme de cette émission. Pour vous, l'espoir est là pour ce qui est de l'Afrique face au changement climatique? Il faut absolument que l'espoir soit là de nouveau. La conférence à Paris en ce moment, on l'espère, apporter un certain nombre de réponses et mettre les enjeux vraiment, je dirais, en exergue par rapport à ce qui est nécessaire. Mais c'est le début de quelque chose et dans les années à venir, il faudra continuer à travailler et à souligner ces questions, à souligner ces besoins pour que les réponses soient trouvées tant ici qu'au niveau national et local. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Monsieur Romain Benichio, porte-parole d'Oxfam. Merci également à vous, bienvenue Bello de Radio Ndeke Luka de la République centrafricaine, Eric Aimé Ouedraogo de la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso et Kadia Touba du studio Hirondelle de la Guinée. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Rémi Chamala de Radio Okapi en République démocratique du Congo, Samuel Turpin, François Sergent et Tristan Miquel de la Fondation Hirondelle. Merci à tous.